Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Caraïbes. Large focus ce soir sur la situation en Haïti et singulièrement dans la capitale Port-au-Prince, totalement contrôlée par les gangs. Après la diffusion d'un grand reportage réalisé sur place par les envoyés spéciaux de France Télévisions, nous échangerons avec Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui est avocate du Réseau national de défense des droits humains depuis Port-au-Prince. Et en Belgique, nous retrouverons Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques et spécialiste d'Haïti. Pour la deuxième partie de cette émission, nous irons en Jamaïque afin d'évoquer l'actualité d'une ville longtemps restée, elle aussi, sous l'emprise des gangs, Kingston. L'une de nos équipes s'est rendue sur place pour assister au grand relooking de la capitale jamaïcaine, qui s'offre donc un nouveau visage. Comment restaurer la paix et rendre des conditions de vie décentes aux habitants de Port-au-Prince? La capitale d'Haïti s'enfonce inexorablement dans un chaos indescriptible où seule règne la loi du plus fort. Pouvoir défaillant, police totalement dépassée, institutions inexistantes. Depuis le meurtre du président Jovenel Moïse en juillet 2021, l'emprise des bandes armées sur le pays s'est encore accélérée sur fond de rackets, d'enlèvements, de viols et d'assassinats. L'an dernier, la violence des gangs a ainsi fait près de 5000 morts selon l'ONU. Pour commencer, je vous propose donc de voir ou de revoir le document réalisé sur place il y a quelques semaines par une équipe du magazine Envoyé spécial, un grand reportage signé Marc de Chalvron et Florent Lemoyle. Il est le visage du récent coup de force des gangs en Haïti. Descends, Babé. Descends. Jimmy Cerisier, alias Barbecue. Nous l'avions rencontré dans son fief 3 semaines avant qu'il ne parte à l'assaut du gouvernement. Va lui parler. Dis-lui ce que je viens de te dire. Barbecue. La légende veut qu'il brûle vivant ses ennemis. Cet ancien policier, devenu un des chefs de gang les plus puissants d'Haïti, est toujours escorté, sur le qui-vive. On m'a tiré dessus à plusieurs reprises. De ce fait, je suis obligé de me protéger. Ouais, vous êtes en danger tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Barbecue ne sort jamais de son quartier de Delma, dans le centre de Port-au-Prince. Recherché par la police, attaqué par des gangs rivaux, il a transformé son fief en forteresse. Vous voyez là-bas? De l'autre côté du mur. Ouais. Ils sont là. À tout moment, ils peuvent nous tirer dessus. Les frontières de son quartier ressemblent à une zone de guerre. De l'autre côté du mur, le gang des cracheurs de feu. C'est dommage de dire ça parce qu'ils sont des Haïtiens comme nous. Je peux dire de l'autre côté, c'est l'ennemi. Quand ils attaquent, quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, ils brûlent, ils violent, et nous, on est obligés de se battre. Mais selon lui, c'est le pouvoir politique qui a monté les gangs les uns contre les autres. À ce moment-là, devant nos caméras, Barbecue nous a fait une promesse, réunir tous les gangs criminels pour renverser le gouvernement. En ce moment, je suis en train... j'essaie d'unir le plus de monde que possible. Ouais. Le plus de groupes armés que possible. Les politiciens sont les coupables, sont les vrais coupables. Ce sont les politiciens et les oligarques corrompus qui ont apporté toutes ces armes dans les quartiers populaires. Ce que je veux, c'est capoter le système. Quelques jours après notre rencontre, Barbecue a tenu parole. Le 5 mars dernier, à la tête d'une alliance entre les différents groupes de gangs, il exige le départ du Premier ministre. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile. Non, guerre civile. Instantanément, les gangs mettent Port-au-Prince à feu et à sang. Une semaine plus tard, le Premier ministre démissionne. Depuis 3 ans et l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin.
80% de la capitale est contrôlée par les groupes criminels. En plein centre-ville, le quartier de Bel Air. Les rues sont presque désertes. Le territoire est aux mains d'un groupe allié de barbecue. Bienvenue. Rentrez au pays où vivent les bandits. Les hommes de main de ce gang ont accepté notre présence. Nous sommes les 103 zombies, tous des bandits. Ils se surnomment les 103 zombies. Ils ont une vingtaine d'années, mais déjà tellement de sang sur les mains. Regarde ces cartouches. Elles sont trop puissantes. Ils sont la chair à canon de chefs criminels. Non, j'ai pas peur de mourir. Je me considère déjà comme un zombie. Leur chef décide d'attaquer un autre quartier ou de renverser le gouvernement. Ils s'exécutent. C'est la seule chose que ce pays nous offre. La plupart des jeunes qui n'ont pas encore quitté Haïti, ils sont comme nous. Ils ont pris les armes. Nous sommes les 103 zombies. Nous sommes les maîtres du pays. Ce jour-là, ils partent en patrouille. Bouteille de rhum à la main. Ivres de violence. Cette arme, elle est comme nous. Regarde, elle boit du rhum. Pour les gangs, contrôler un territoire, c'est s'assurer des revenus grâce à différents types de rackets, à commencer par les enlèvements. À peine a-t-on quitté le quartier de Bel Air que nous assistons à une scène d'une violence inouïe, mais presque quotidienne. Un homme gît au sol. Il a pris plusieurs balles perdues sous les yeux de sa femme. C'est un kidnapping en pleine rue qui a mal tourné. La victime est encore en vie, évacuée à bord de ce taxi collectif. La police intervient et tire pour disperser la foule. Avant, on n'entendait pas de tir ici. C'est en bas de la ville que c'est chaud normalement. Aujourd'hui, c'est partout. En Haïti, tout le monde peut être kidnappé, n'importe où, à tout moment. C'est donc en voiture blindée qu'Ulysse Joz part tous les jours au travail. Il habite un quartier privilégié sur les hauteurs de Port-au-Prince. On a dû mettre ici des sacs de sable. Le bruit courait de temps à autre, on pouvait être attaqué. Bon, tout le monde se mettait au pied de guerre. Ulysse Joz dirige l'hôpital Fontaine à Cité-Soleil. Un immense bidonville où l'État a complètement disparu. Et puis ici, c'est le sous-commissariat qu'on a incendié. Et depuis, il n'y a plus de policiers dans les zones. Et c'est ce qui rend la tâche facile aux gangs. Parce que dès que l'État est absent, dès que la police est absente, le chef de gang est devenu le policier, il est devenu le juge. Là, on est en plein désastre, quoi. Son hôpital est la dernière institution qui fonctionne encore à Cité-Soleil. Le seul endroit où les habitants peuvent faire vacciner leurs enfants, accoucher ou se faire soigner. Bon. Il veut pas partir. Nous sommes à l'unité pour les enfants victimes de malnutrition aiguë. Leur nombre a augmenté de 30% en un an du fait de la violence des gangs. Ouais. Par exemple, cet enfant-là, vous voyez, la situation sociopolitique influe sur toute la vie nationale, sur tous les aspects de la vie. Quelqu'un qui fait un petit commerce, il va s'aventurer dans les rues. N'importe bandit peut venir et puis prendre de l'argent. La plupart de ces femmes ont été chassées de chez elles à cause des violences. Et toi, tu as dû fuir? Où ça? Dans la rue. Dans la rue? Je me débrouillais fort bien auparavant, avec des petits commerces.
Mais à cause de la situation du pays, je ne fais plus rien. Plus de 360 000 personnes sont actuellement déplacées en Haïti à cause de l'insécurité. L'hôpital accueille aussi de nombreuses victimes de viol. Cette femme était chez elle quand un gang a envahi son quartier. J'ai essayé de résister, mais quand ils m'ont étranglée, j'ai dû obéir. Pendant qu'ils étaient en train de me violer, mon fils dormait. Il a entendu du bruit, il est venu me voir. J'ai entendu qu'ils ont tiré 2 balles. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de lui. Je ne me sens pas à l'aise. Quand je vois des gens armés, je pense à ce qui m'est arrivé. Sur les 3 femmes présentes ce jour-là, aucune n'a porté plainte. Les femmes sont des cibles. Et encore plus celles qui osent porter plainte. Le violeur a vu mon visage, mais moi je ne l'ai pas vu. À n'importe quelle heure, il peut revenir. Partout dans le pays, la police semble avoir disparu. Pourtant, elle existe. Les gens, quand ils nous voient, ils n'attendent qu'une seule chose, des solutions. Nous sommes avec une unité d'élite chargée d'affronter les gangs, bien mieux équipée et formée que le reste de la police. Le commissaire Mackenzie briefe ses hommes. L'objectif premier, c'est le quartier de l'abattoir. C'est là que les bandits se concentrent. Il faut jouer sur l'effet de surprise. Ok. Victoire, monsieur. Cette unité est déployée sur les terrains les plus difficiles. Allez, on monte, on monte. Une quinzaine d'hommes montent à bord de véhicules blindés, criblés de balles. L'objectif du jour, déloger les gangs dans leur QG, une maison située dans le quartier de l'abattoir. Drone, qu'est-ce que vous voyez? Un drone appuie la progression des policiers. Les hommes avancent dans l'abattoir. Des tirs résonnent. Les policiers s'engagent dans une ruelle étroite quand le chef d'équipe entend un bruit. L'homme a été abattu. Il n'avait pas d'arme visible, mais sa simple présence ici fait de lui un complice des gangs. C'est une zone trop difficile. L'équipe décide de se replier. Le quartier de l'abattoir reste un territoire aux mains des gangs. On a éliminé un bandit. Il était dans le couloir. Je l'ai tué, on a été obligé de se replier. Allez, on y va. On ne va pas vous dire que la mission est réussie. On est en train de travailler. On travaille là-dessus, on est en mission là. Ça va prendre du temps? Oui, je sais parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué. La police dépassée, la population s'organise pour se protéger elle-même. À la tombée de la nuit, à Canapé Vert, le comité de vigilance des riverains ferme un des accès du quartier. Voilà, maintenant c'est comme ça. Et pour ici, c'est fermé jusqu'à 5 h du matin, à cause de la situation. Aux aguets, il nous explique que les habitants se relaient toute la nuit pour surveiller ce passage. Chaque véhicule est suspect. Parce que je ne sais pas quel genre de personnes qui sont en train là-dedans. Et du coup, vous avez peur tout le temps, en fait? Tout le temps, la population, toujours, méfiance. La population, toujours des peurs. Les habitants à Cran se font désormais justice eux-mêmes. En Haïti, on appelle ça le bois calé, un phénomène qui a commencé le 24 avril dernier. Ce jour-là, les riverains arrêtent un bus. À bord, ils trouvent des armes. La foule fait descendre les passagers. 14 bandits présumés
sont brûlés vifs. Tout s'est passé devant le commissariat du quartier. Aucun policier n'est intervenu. Voilà donc pour le tableau bien sombre de la situation qui règne dans la capitale haïtienne, censée abriter toutes les instances du pouvoir. On en parle avec nos invités ce soir. D'abord, Marie-Rosie Auguste du Sénat à Port-au-Prince. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au sein d'une organisation de défense des droits humains, le RNDDH. Et avec nous également, Frédéric Thomas depuis la Belgique. Bonsoir. Vous êtes, vous, docteur en sciences politiques, spécialiste d'Haïti au Centre tricontinental de Louvain-la-Neuve. Alors d'abord, une question pour Marie-Rosie Auguste du Sénat. Au regard des récents événements, diriez-vous que vous avez, à Port-au-Prince, concrètement assisté à une tentative de coup d'État? En fait, oui. Oui, c'est clair parce que, écoutez, depuis le 29 février 2024, c'est le chaos ici en Haïti. Deux coalitions de gangs armés qui, dans le temps, étaient rivales, en l'occurrence le G9 en famille et alliés et le GPEP, ont décidé ensemble d'instaurer la peur dans le département de l'Ouest. Et justement, des personnes ont été assassinées, dont des policiers, des personnes ont été blessées par balles, dont des policiers. Des enlèvements spectaculaires sont depuis perpétrés un peu partout dans le département de l'Ouest. Des violences à l'égard des femmes et des filles sont enregistrées. Des actes de vandalisme et d'incendie sont enregistrés. Des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des ministères, des consulats, des entreprises commerciales, des banques et même la Banque centrale, des petites et moyennes entreprises, des maisons privées sont attaquées, pillées et incendiées. Au moins 2 évasions de prison ont été perpétrées et ont permis l'évasion de 4626 détenus. Naturellement, parmi eux, des détenus de grand calibre, allons dire. Une tentative d'évasion a été enregistrée et des menaces de s'en prendre à d'autres prisons du pays sont proférées par les bandits armés. Des camps de l'insécurité qui ont été formés par des personnes qui avaient fui l'insécurité justement en raison des activités des bandits armés se sont vidés de leur population et de nouveaux camps ont été formés. Et à côté des femmes, les enfants et les personnes vivant avec une déficience motrice, sensorielle ou mentale sont aussi touchés par cette situation. Donc oui, effectivement, ici en Haïti, c'est le chaos. Et tout ça parce que les bandits armés avaient décidé que Ariel Henry ne devait pas entrer chez lui. Alors, que diriez-vous de la situation des droits humains, puisque c'est votre domaine, en ce moment dans la capitale haïtienne? C'est une situation qui est très préoccupante parce que, écoutez, dans tout ça, vous l'aurez compris, c'est d'abord la population civile elle-même sans défense qui est la grande victime de cette situation. Entre-temps, il n'y a pas de policiers dans les rues. L'État, à travers ses différents ministères, ne fonctionne pas du tout. Et tout ceci se passe, effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans le département de l'Ouest, mais c'est aussi là où est située la capitale du pays. Et donc, c'est sciemment que les bandits armés ont choisi d'y semer la terreur. Alors une question pour Frédéric Thomas. Le monde entier se demande comment on a pu en arriver à une telle situation aussi rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulée cette escalade? Le paradoxe, c'est que malheureusement, cette situation elle était prévisible et prévue. Ça fait des mois que les organisations haïtiennes préviennent que le gouvernement d'Ariel Henry est non seulement incompétent, incapable, passif, mais qu'il est aussi illégitime et qu'on a vu au fur et à mesure de ces mois la situation se dégrader, les bandes armées gagner en pouvoir, en puissance, en territoire, et leur imposer de plus en plus leurs lois, bénéficier de cette impunité et faire de cette impunité une force. Je pense qu'on a, à travers la situation actuelle, on se met à nu l'échec du gouvernement haïtien, mais aussi à travers cet échec, la faillite de la stratégie internationale qui a tout fait pour soutenir ce gouvernement, qui a refusé d'écouter les Haïtiens et les Haïtiennes, et qui aujourd'hui se rend compte, mais bien trop tard, que ce gouvernement non seulement n'était pas capable de lutter contre les bandes armées, mais était largement complice de ces bandes armées, ce qui a entraîné la situation catastrophique actuelle. Alors justement, on parle souvent de collusion entre les milieux politiques et ces fameux gangs. Qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement? Est-ce que des liens sont effectivement concrétisés? Est-ce qu'ils sont prouvés, ces liens? Écoutez, notamment la RNDDH, mais aussi les institutions internationales, ont documenté la quinzaine ou vingtaine de massacres qui se sont produits en Haïti depuis 5-6 ans, avec à chaque fois l'implication de hauts fonctionnaires, la passivité d'un côté
de policiers et d'autre part leur participation à ces massacres. Il faut se souvenir, il faut remonter à novembre 2018 dans le cadre d'un soulèvement populaire où des centaines de milliers d'Haïtiens et Haïtiennes sont dans la rue pour lutter contre la corruption, l'impunité pour exiger un changement. Va avoir lieu le premier massacre de grande ampleur, le massacre de La Saline, un quartier populaire de Port-au-Prince, où 71 personnes sont tuées et dans lequel intervient Jimmy Cherizier, le chef de gang qui est aujourd'hui à la tête de cette démonstration de force. Et on voit donc que les gangs armés ont été instrumentalisés par le pouvoir pour casser le mouvement social. Et ce massacre a entraîné une série d'autres massacres avec à chaque fois le même mode opératoire, à savoir on occupe, on gouverne par la terreur, on terrorise la population, il y a des viols collectifs, il y a une impunité totale et le gouvernement continue comme si de rien n'était. Marie-Rosie Auguste du Sénat, les chefs de gang, est-ce qu'ils sont couverts selon vous? Bon, oui, écoutez, ces actes attentatoires aux vies et aux biens sont possibles justement ici en Haïti parce que les coalitions de gangs armés que j'ai mentionnées au tout début, qui ont pu récemment se fédérer, ont toujours été protégées par les autorités étatiques qui leur ont permis de jouir d'une grande impunité pour les crimes qu'ils commettent et qu'ils continuent d'ailleurs aujourd'hui encore de commettre, même au moment où nous sommes en train de parler. Ces gangs armés ont aussi entretenu des relations avec certains membres du secteur privé des affaires. Et additionné à cela, ils ont pu gagner beaucoup d'argent puisqu'impliqués dans des enlèvements suivis de séquestration contre rançon avec promesse de libération si la rançon est versée, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas, il faut le mentionner. Et parce qu'ils sont aussi impliqués dans des crimes transnationaux comme le trafic des armes, des munitions et des produits psychotropes. Donc les gangs armés sont devenus très puissants et surtout très arrogants dans leur mode opératoire parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur la protection des autorités étatiques. Donc, même si au début, nous avons tenu à vous présenter, allons dire, à vous dresser un tableau de la situation actuelle en Haïti, vous devez assurément savoir que les gangs armés qui instaurent cette terreur aujourd'hui le font depuis plusieurs années, comme vient de le mentionner Frédéric. Alors justement, concernant ces groupes, on se demande également s'ils ne vont pas, vu leur force aujourd'hui, leur puissance, est-ce qu'ils ne vont pas peser sur la suite des événements et est-ce qu'ils ne vont pas, au mieux, réclamer au moins une amnistie finalement, négocier une amnistie dans les mois et les mois qui viennent? Écoutez, déjà, les gangs armés sont en train de demander l'amnistie, ce que nous, au RNDDH, nous disons carrément non. Et parce que, écoutez, il n'est certainement pas question que les gangs armés soient amnistiés. Et puis, écoutez, il faut aussi mentionner que en 2006 et 2007, malheureusement, il y a eu des programmes de démobilisation, démantèlement et réinsertion qui ont été mis en place et donc qui ont été mis en place pour récompenser les bandits armés au détriment des victimes qui alors avaient été recensées et oubliées. Et donc aujourd'hui, non seulement nous ne voulons pas que ces gangs armés, ces bandits armés soient amnistiés, mais en plus, nous gardons la vigilance pour éviter que des programmes ne soient mis en place pour aller récompenser les bandits armés et bénéficier aux bandits armés. Une dernière précision, Jimmy Cherizier essaie de faire de son mouvement un mouvement révolutionnaire plutôt qu'un mouvement criminel. Selon vous, est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui éventuellement de placer même l'un de ses pions dans la sphère politique haïtienne? Nous sommes en train de vivre une situation qui a commencé depuis de longue date et particulièrement en 2018 avec le massacre de La Saline qui n'a jamais été réprimé. Et donc, entre-temps, pendant toutes ces années, ces bandits armés, dont Jimmy Cherizier, ont pu recevoir protection, mais surtout armes, munitions et beaucoup d'argent de la part des autorités étatiques. Donc, certainement, ils sont devenus très puissants. Et cependant, nous pensons que malgré leur puissance, malgré leur force, l'État haïtien a l'obligation de redoubler d'efforts justement pour éviter que ces bandits armés ne se positionnent sur la chaîne, sur la scène politique, sur l'échiquier politique. Frédéric Thomas, pour vous, quel rôle les gangs en Haïti entendent jouer aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent véritablement prendre le pouvoir, mettre en place une sorte de régime de voyous? Mais en fait, ça ne cache aucun projet politique. Dans les faits, ce qui les intéresse, c'est de contrôler le territoire, rançonner la population et terroriser cette population. Donc, il ne faut pas se leurrer. L'enjeu, c'est véritablement qu'à travers cette transition, on ne fasse pas de ces acteurs criminels des acteurs politiques qui leur permettraient
de se recycler et de poursuivre leurs activités. Alors j'aimerais justement, pour qu'on ait une idée plus précise de ce dont on est en train de parler, vous montrer un petit film. Certains de ces groupes armés sont manifestement mieux équipés que la police. Illustration donc avec cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le gang du Village de Dieu et son célèbre chef Iso, qui a, vous allez le voir, un goût assez prononcé pour la mise en scène. Regardez. Voilà des images aussi impressionnantes qu'édifiantes. Frédéric Thomas, on se demande bien sûr comment ces gangs peuvent-ils se procurer tous ces équipements aussi sophistiqués comme ceux qu'on vient de voir dans cette vidéo. C'est assez incompréhensible vu de l'extérieur. Oui, mais malheureusement, c'est très compréhensible parce que l'essentiel de cet armement provient des États-Unis. Ils ont un contrôle, donc ces bandes armées contrôlent largement les douanes. Ils rançonnent, ils kidnappent, ils opèrent des enlèvements. Avec l'argent demandé en rançon, ils achètent des armes qui leur permettent de gagner en territoire, de faire provoquer d'autres enlèvements et ainsi de suite. Donc le problème, c'est qu'il manque un véritable embargo sur les armes qui proviennent des États-Unis. Et là encore, il y a une responsabilité première des États-Unis. La police semble à genoux, littéralement. Peut-on parler d'effondrement complet de l'ordre public en Haïti? Je vous pose la question là à tous les deux. D'abord, Marie-Rosie Auguste du Sénat. Écoutez, aujourd'hui, tous les indicateurs en Haïti en matière de droits humains sont au rouge. Nous n'avons pas un élu parce que depuis 2017, excusez-moi, il n'y a pas d'élection à avoir été organisée ici en Haïti. Nous avons atteint, allons dire, le gouffre lorsque le président lui-même a été assassiné. Donc, nous sommes dans un État où il n'y a pas d'État de droit, où les droits humains ne sont pas protégés, où les femmes et les filles sont violées de manière systématique, où on est carrément en train de vivre dans une situation de négation des droits humains. Donc oui, effectivement, c'est l'effondrement. Frédéric Thomas, est-ce que vous partagez l'analyse très pessimiste de Marie-Rosie Auguste du Sénat? Oui, malheureusement, largement. Le fait il y a une impasse politique qui a alimenté la crise économique et la crise sécuritaire, avec aussi une police qui manque de moyens, mais qui manque surtout d'une volonté politique de lutte contre ces bandes armées, d'une stratégie de lutte contre l'insécurité. Est-ce qu'il y aurait, je sais bien qu'aucun d'entre vous n'a une formule magique, évidemment, mais est-ce qu'il y aurait une solution qui vous apparaît un peu plus évidente qu'une autre pour tenter de sortir de ce marasme, de cette crise haïtienne? Et là, je vous parle à tous les deux, j'ai en tête bien entendu l'intervention de la force multinationale, le Kenya. Est-ce que ce sont de réelles solutions pour Haïti? Alors peut-être d'abord Frédéric Thomas. Je pense que c'est malheureusement répéter les mêmes erreurs que par le passé, parce qu'Haïti a connu d'autres missions internationales qui n'ont jamais résolu le problème structurel d'Haïti, qui ont entraîné d'autres problèmes. Je pense que le nœud du problème sécuritaire, il est politique. C'est d'abord avoir un pouvoir de transition haïtien qui soit légitime aux yeux des Haïtiens et qui peut déterminer les conditions, les modalités d'une aide internationale, y compris éventuellement l'envoi d'une force internationale. Mais il ne faut pas se tromper, le nœud, la source de la solution, elle est d'abord haïtienne. Et donc, il ne faut pas faire le contraire et d'abord penser qu'une force internationale viendrait et renforcerait une police largement corrompue, qui n'est pas légitime aux yeux des Haïtiens, ou un gouvernement qui serait simplement à nouveau validé par la communauté internationale, qui ne serait pas reconnu par les Haïtiens, qui ne serait pas légitime aux Haïtiens.
il faut d'abord avoir sur place un levier politique qui suppose que les Haïtiens aient un pouvoir qu'ils estiment légitime et qui les représente, qui rendent compte aux Haïtiens et aux Haïtiennes avant de rendre compte à la communauté internationale. Marie-Rosie Auguste du Sénat, une solution haïtio-haïtienne est possible selon vous? Oui, certainement. Écoutez, déjà, il faut être clair. Nous estimons que c'est une bonne chose que Ariel Henry et son gouvernement prédateur des droits humains aient démissionné. Nous estimons aussi que c'est quand même une bonne chose que la CARICOM soit en train de mener des discussions sur Haïti. Et même si, bien entendu, ce n'est pas ce que nous avions demandé dès le début, parce que dès le début, nous, au RNDDH, nous avons été clairs dans nos recommandations que la communauté internationale laisse aux Haïtiens et aux Haïtiennes la possibilité de trouver une issue eux-mêmes au problème qu'Haïti confronte. Mais c'est clair de toute façon que nous pensons que oui, il y a cette possibilité qu'il y ait une solution haïtienne à la crise, et cette solution doit certainement se baser sur un consensus. Et par rapport à la force à venir, écoutez, la seule chose que nous vous dirons, c'est que en fait, peu importe la force qui vient ici en Haïti, si elle a pour interlocuteur ceux et celles qui sont responsables de la situation actuelle en Haïti, elle n'aura pas d'effet. Marie-Rosie Auguste du Sénat, avocate du Réseau national de défense des droits humains. Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, spécialiste d'Haïti. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci. Prenons à présent la direction d'une autre capitale caribéenne ayant longtemps souffert de l'emprise des gangs. Pendant des décennies, Kingston, en Jamaïque, a traîné la réputation d'une ville extrêmement violente où des fusillades pouvaient éclater à chaque coin de rue. Des gangs, souvent affiliés à des partis politiques, ont en effet régulièrement plongé la ville dans le chaos avec des scènes de guerre civile à la clé. Aujourd'hui, Kingston présente un nouveau visage. Le centre historique s'est même littéralement transformé ces dernières années. Et cet embellissement est dû en partie aux habitants de Kingston eux-mêmes, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux en Jamaïque, Kelly Pujard et Marc-François Calmeau. Leur reportage. C'est une capitale de plus d'1 million d'habitants, les craintes du 7e plus grand port naturel au monde. Pourtant, Kingston n'a pas souvent fait la une des journaux pour son patrimoine maritime. Ce sont plutôt des affrontements sporadiques entre gangs qui ont par le passé marqué les esprits. D'autres faits de violence aussi. We go to details now on the shooting incident in downtown Kingston yesterday evening. The police have released the name of the man killed. It was tough maintaining law and order for a couple of hours, but the police stood their ground and ensured they weren't surprised by gunmen disguised as passengers. Pour tenter de décoller cette étiquette, une idée a germé, miser sur les arts et la culture. Le pari, mettre en valeur le quartier historique de Kingston, la partie basse de la ville que tout le monde appelle Downtown Kingston, le berceau du reggae. Downtown Kingston est l'épicentre de la culture en Jamaïque. Quand on parle des 8 styles musicaux créés en Jamaïque, du dub au rocksteady, du mento au ska, du reggae au dancehall, etc., la plupart ont été générés ici, à Downtown Kingston, dans les 20 communautés qui entourent Downtown. C'est déjà l'épicentre culturel. Nous n'avons pas choisi Downtown. Downtown est l'endroit évident, c'est Downtown qui nous a choisis. Andrea Dempster-Chung est l'une des cofondatrices de Kingston Creative, une ONG au projet ambitieux. Il vise à développer en 10 ans un quartier artistique et à stimuler la croissance de l'économie. Tout commence en 2017 quand les cofondateurs réunissent leurs compétences, encouragés par leur expérience à l'étranger et leur lien avec la capitale. Pour moi, c'est important parce que ma mère a grandi ici. Elle a beaucoup de bons souvenirs du bon temps passé à Kingston, une ville qui l'a marquée. J'ai moi-même travaillé pendant longtemps dans la Caraïbe, dans la création d'entreprises. J'ai vu combien parfois un petit coup de pouce, combien un peu d'argent peut changer la donne, aider à prendre le contrôle de son avenir. Mon rêve est de voir Kingston prospérer.
J'ai vécu à Londres, en Jamaïque, puis aux États-Unis. J'ai vu des quartiers dédiés aux arts dans différentes parties du monde. Ils n'étaient pas juste jolis. Ils offraient aux artistes des lieux pour être capables de créer leur épanouissement économique. Ils offraient au public un lieu où emmener leur famille, s'amuser, se divertir. J'y voyais des bénéfices sociaux, économiques. À la fin, comme ingénieur en structure, j'ai vu à quel point ils transformaient les villes. En regardant Kingston et en comprenant l'histoire singulière de cet endroit, la belle architecture des immeubles, nous avons pensé qu'il faudrait utiliser les arts et la culture dans lesquels les Jamaïcains excellent comme catalyseurs pour redynamiser la ville, pour sa renaissance en quelque sorte, où les artistes et les musiciens prennent les choses en main. Cette artère étroite illustre à elle seule le projet porté par Kingston Creative. Depuis 2018, des artistes locaux et des talents venus de l'étranger ont réalisé 89 fresques. Certaines rendent hommage aux illustres ambassadeurs du reggae, d'autres rappellent l'essor du dancehall ou incitent à la lecture. De quoi attirer des visiteurs vers un festival des arts une fois par mois. Une occasion de découvrir les fresques avec un guide touristique. Ce n'est pas suffisant d'avoir de jolies images sur les murs. Il faut activer l'espace. Il ne s'agit pas seulement d'art visuel, il s'agit de danse, de slam, de poésie. Il s'agit d'apporter de la vie dans ce lieu. Et quand les gens viennent au festival, leur perception du lieu change. Au lieu de penser à la criminalité, à la violence, ils disent « J'ai passé du bon temps en famille. Ma grand-mère était là. Nous avons dansé. » Nous voulons créer de nouveaux souvenirs positifs et changer l'image. Donc le quartier des arts peut être vibrant. Les visiteurs, pour la plupart, résident dans la capitale. Certains n'ont pas mis les pieds dans le quartier depuis des lustres. Ma mère me disait que quand elle est née, sa mère vivait dans cette ruelle. Voici Mark Lane. Et là, c'est Water Lane. Et elle dirait « Oh, je suis née au 54 Mark Lane. » Et je ne sais même pas où c'est. À l'époque, sa famille a déménagé. Donc, pour moi, c'est bien de me connecter avec cet endroit-là, là où elle est née. Je me souviens qu'enfant, je suis allée à l'école à Kingston. En rentrant de l'école, on marchait dans cette partie du centre-ville, qui était beaucoup plus vibrante à l'époque. Voir des visiteurs arpenter les rues, leur faire découvrir les talents de leur quartier, échanger sur les événements à venir, une aubaine pour les artistes qui collaborent au projet, et Kingston Creative ne s'arrête pas là. Pour faciliter les créations d'entreprises, une structure d'accompagnement a été créée. Son rôle, apporter un appui, prodiguer des conseils et transmettre des compétences administratives et commerciales. Dans cet espace, une équipe aide les artistes à obtenir une meilleure exposition à l'échelle locale et internationale, de la création de contenu sur les réseaux sociaux au podcast, en passant par la recherche de financement et une boutique en ligne, tout est fait pour valoriser des professionnels parfois stigmatisés. So if you click this plus sign right there, you'll see all these different currencies coming up. Beaucoup de personnes pensent uniquement aux créatifs quand ils performent sur scène. Ils ne pensent pas à tout le travail en coulisses. Quand vous rédigez les contrats, quand vous interrogez les partenaires, quand vous répétez. Donc l'espace de coworking que nous fournissons ici permet aux artistes de trouver un lieu pour gérer leur entreprise. Pour financer un des programmes, la Banque jamaïcaine de développement et la Banque interaméricaine de développement ont mobilisé des fonds. Une enveloppe de plus d'1 200 000 € a été débloquée sur 3 ans. Au moins 1500 artistes en ont bénéficié. Ils cochaient toutes les cases. Beaucoup de créateurs n'enregistrent pas leurs activités. En Jamaïque, les commerçants sont très méfiants. Ils ne font pas confiance au gouvernement. Ils ne veulent pas payer de taxes et ils craignent d'en payer plus une fois inscrits. Nous leur faisons comprendre que leurs activités ne peuvent pas croître s'ils ne s'enregistrent pas. On ne peut pas ouvrir un simple compte bancaire au nom de son entreprise si celle-ci n'est pas enregistrée. Pour évaluer la réussite de ce programme et les emplois créés, il faut encore patienter. En revanche, dans le quartier, l'impact de l'initiative lancée par Kingston Creative est déjà visible. Pour créer le quartier des arts, l'équipe de Kingston Creative a dû franchir plusieurs étapes. Fédérer des partenaires, trouver des fonds et convaincre les propriétaires de céder l'usage de leurs murs, c'est le cas de cet ébéniste.
Voici la façade de son atelier avant la transformation et la voici aujourd'hui. Les réactions de ses voisins l'ont convaincu de se lancer. Plus de gens viennent ici. On voit des gens des quartiers chics, du centre-ville et même de l'étranger. Ils viennent découvrir les façades de l'atelier. Mes façades sont belles parce qu'il y a certains aspects qui sont uniques. Donc, le centre-ville est beau. Si un enfant passe devant chez moi et dit « Bonjour, Monsieur Gab », je me sens vraiment bien, comme si j'étais riche. Même si je ne suis pas riche, je me sens plus riche. Vous comprenez? C'est une bonne idée. Pour décorer l'une des façades de l'atelier, cet artiste peintre a choisi de mettre en lumière le rôle des pères dans la société. L'œuvre devrait lui apporter davantage de visibilité. Le partenariat avec Kingston Creative est très bien parce que c'est une autre source de revenus et aussi une façon de partager mon art avec le public. Cela donne du pouvoir à l'ensemble du secteur créatif. Pour moi, partager mon art avec les autres, c'est une rémunération en elle-même. De l'extérieur, c'est juste du cash. Mais quand une personne vient et dit « Waouh, c'est tellement beau, Monsieur Gap, je reconnais à peine votre atelier », rien que ça, c'est une récompense pour moi. Vous l'aurez compris, on ne saura pas le montant de son cachet pour cette toile XXL. Son hôte non plus ne nous parlera pas d'argent. Sans parler de révolution, d'autres commerçants du quartier sont témoins d'un changement d'atmosphère, les restaurateurs en particulier. Non loin des fresques, ce restaurant ne désemplit pas. Depuis l'émergence du quartier des Arts il y a 6 ans, le propriétaire n'a jamais vu autant d'habitants se promener avec enthousiasme et sans peur. Un spectacle remarquable compte tenu de la réputation du quartier. Les fresques attirent beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup d'artistes. Des gens viennent faire des vidéos. Ils prennent des photos des peintures. Ils se promènent et prennent le temps de regarder. Le quartier est un peu plus populaire. Vous voyez plus de personnes venir ici? Beaucoup et combien? plus de monde. Pour être honnête avec vous, disons peut-être environ 40% de fréquentation supplémentaire. En tout cas, cela a amélioré mon business. Quittons ce restaurant en direction Orange Street, alias Beat Street, la célèbre rue de Kingston considérée comme le berceau du reggae. C'est ici que musiciens et producteurs se sont illustrés dans les années 60 et 70, à l'instar de Leeds Scratch Perry, avec son magasin de disques. Et ne vous fiez pas aux immeubles décrépits, des spécialistes de la musique y voient un potentiel touristique. Ils ont créé une fondation, elle se donnait pour mission d'installer des panneaux explicatifs. L'un des cofondateurs rêve de créer un cercle vertueux similaire au quartier des Arts. Nous voulons concevoir une attraction touristique pour cette zone. À côté de cette attraction touristique, nous voulons offrir une expérience Beat Street avec des restaurants, des bars, visiter des studios, découvrir ce que cela signifie de faire de la musique en Jamaïque et visiter les sites historiques. Il nous fait découvrir son bar transformé en mini-musée du reggae. À l'intérieur, l'incontournable sound system pour mettre à l'honneur les meilleurs interprètes, danseurs et producteurs jamaïcains. Il faut que le secteur privé et les investisseurs comprennent que les industries créatives ont le potentiel pour résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. Quand il y a une forte activité et de la créativité, la violence diminue. Quand il y a des événements festifs, des personnes qui s'impliquent dans le divertissement, des musiciens, des ingénieurs, des promoteurs de tournées, des managers issus de la même classe populaire dans les quartiers urbains, ils n'ont pas le temps de se mêler aux arnaques et aux comportements illicites, ainsi qu'aux extorsions. Alors qu'il appelle de ses vœux des investissements plus importants dans les industries créatives, sur des terrains proches du front de mer, des bâtiments sortent de terre. Un important promoteur a misé sur cet hôtel destiné à une clientèle d'affaires et de loisirs. Le groupe agroalimentaire Grace Kennedy y a bâti son siège. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur s'y est aussi implanté.
Ce nouveau visage se dessine à coups d'incitation fiscale et de vente de terrain. Ces derniers sont détenus par l'UDC, une agence du gouvernement, partie prenante de la rénovation de la capitale. Ce jeune promoteur immobilier contribue à façonner ce nouveau visage. À la tête de sa société, il repère des bâtiments dégradés, les achète puis les restaure. En 6 ans, rien qu'à Downtown Kingston, 20 immeubles ont été réhabilités. C'est le cas de cette société située dans cette zone emblématique. Le locataire a accepté qu'une fresque soit peinte sur un des murs. Nous avons dit oui parce que nous aimions l'initiative qu'ils avaient lancée, voir toutes ces fresques dans la zone de Downtown Kingston, apporter de la vie à la ville. C'était en quelque sorte la vision derrière elle. Nous savions qu'ils travaillaient avec des étudiants de l'université des West Indies et avec de jeunes artistes du quartier. Pour nous, c'était une occasion de donner du travail à des gens de la ville et aussi de raconter une histoire sur un mur qui aurait été blanc. En face du bâtiment, sur ce terrain vague, Peter Issa veut aménager un square. Mais pour mener à bien son projet, il lui faut surmonter plusieurs obstacles. Un des principaux obstacles, c'est le gouvernement. Le gouvernement possède ce terrain et nous sommes en pourparlers avec eux depuis 3 ans. Ce que nous pourrions faire l'année prochaine, nous aurions dû le faire il y a 4 ans. C'est le délai. Le temps est un des plus grands obstacles, car tout prend du temps. Pour d'autres projets de réhabilitation, le promoteur doit faire face à d'autres difficultés. Il y a des titres de propriété détenus par des propriétaires qui sont décédés ou ont immigré et on les a oubliés. Le gouvernement ne fait rien vraiment pour prendre ces propriétés et les sortir de cette impasse. L'autre option est que certains propriétaires veulent tirer beaucoup d'argent de leurs propriétés. Leurs prix sont comme si le centre-ville était déjà revenu à la mode, ce qui freine également le développement. Et ils ne développent pas non plus leurs projets. Face à la multiplication des projets, une crainte commence à émerger, celle de la gentrification. Ce processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. Ce phénomène, cette architecte et directrice de Kingston Creative le connaît bien. La renaissance d'une vieille ville engendre des défis. Le défi le plus important est probablement la gentrification. La gentrification est un mot qui est utilisé de façon différente. Certains en parlent avec excitation parce que cela signifie modernisation, valorisation et amélioration pour tout le monde. Et ensuite, une autre partie des gens va dire « Attendez, c'est quelque chose de terrible. Que font ces personnes alors que j'ai toujours été ici ?» Je parle des personnes qui font Downtown Kingston, qui ont toujours vécu ici et qui n'ont plus les moyens de payer un loyer ou d'acheter une propriété au prix du marché. Ces habitants dont parle la directrice de Kingston Creative, Patricia Green les connaît bien. Elle aussi architecte, elle milite pour les inclure dans les plans de rénovation en cours. Au cœur de Downtown Kingston, des poches de pauvreté demeurent. À proximité du Parlement, par exemple, des logements sont occupés par des résidents sans titre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que de génération en génération, les familles vivent toujours dans ce quartier. Bien que des personnes établies dans les années 1907, 1920 ou 1930, lorsque le quartier a été créé, aient transmis leurs biens à leurs fils, à leurs petits-fils, à leurs arrière-petits-fils et leurs enfants. Aujourd'hui, leurs descendants y vivent. C'est dommage que des gens disent qu'ils occupent illégalement leur maison. Ils ne squattent pas. Ce sont des terres familiales, traditionnelles. Mais parce qu'il n'y a pas de titre officiel, ce que demande le gouvernement, ils sont en quelque sorte expulsés. Un peu plus loin, cette autre maison, probablement endommagée par un tremblement de terre l'an dernier. Son accès n'était pas condamné. Un autre exemple du paysage actuel du centre-ville de Kingston, où le neuf côtoie le décrépit. Cette cicatrice marque la capitale depuis les années 70, décennie qui a vu des familles aisées quitter le centre-ville pour les hauteurs plus fraîches, des familles qui fuyaient l'insécurité. Il y avait des guerres de gangs dans le centre-ville. L'histoire dit que c'était politiquement motivé.
Plusieurs factions de différents partis se battaient entre elles. Et Kingston est devenu le centre de ce type de conflit. Et un certain nombre de commerçants ont commencé à quitter le centre-ville, direction New Kingston. Un certain nombre de bureaux y ont été relocalisés. Avec le bouleversement de l'époque, les gens ont déménagé et Kingston est devenu une ville fantôme. Là où beaucoup d'immeubles ont été détruits, c'est devenu dangereux. Dans cette mosaïque de quartiers en difficulté de Kingston, l'un d'eux est situé non loin du ministère des Affaires étrangères et défense d'y entrer sans y être accompagné. Nous suivons donc ce travailleur social. Sous son look décontracté, il est aussi un pasteur respecté, fondateur d'une ONG chrétienne. Il nous conduit dans un quartier appelé Southside et nous met en garde, il est à risque. Ce quartier est aligné sur un parti politique. Et il est également considéré comme difficile d'y faire des affaires ou difficile à traverser si vous n'êtes pas connecté aux personnes influentes de la communauté. Pasteur Pete, comme le surnomment les habitants, nous prévient, nous pouvons filmer uniquement si la situation s'y prête. Pas question de rompre le lien de confiance qu'il a tissé ces 20 dernières années. Ils sont très protecteurs. Vous voyez ces hommes, chacun va regarder qui est dans la voiture. Nous nous arrêtons au siège de l'ONG, un refuge où les plus jeunes peuvent se retrouver pour se défouler. C'est le point de départ de toutes les marches dominicales, car ce pasteur ne prononce pas de sermon tous les dimanches. Il préfère organiser des rencontres avec son équipe pour recueillir les besoins de la population. Le quartier abrite près de 6000 habitants. Un seul accepte de nous parler de façon anonyme d'une rénovation dont ils se sont étrangers, voire exclus. Les gens de downtown, les gens du développement, ils viennent juste pour vous donner de l'argent. Les gens du développement nous donnent près de 900 €, parfois près de 1800 €. Mais ça ne suffit même pas à acheter de la nourriture. Donc c'est comme s'ils prenaient les gens pour les jeter à la poubelle. Vous comprenez, les gens ne peuvent pas faire mieux, qu'ils acceptent l'argent ou pas, ils sentent qu'ils devront partir. Les pauvres vont prendre l'argent, ils font ce qu'ils doivent faire pour survivre. Avez-vous peur d'être expulsé avec votre famille, loin d'ici? Oui, parce que si tu déménages, tu quittes ici pour aller à la campagne, où tu ne connais personne ni le cadre de vie. C'est comme revenir au stade du bébé qui apprend à marcher à nouveau. Si des programmes de rénovation peuvent susciter des inquiétudes, c'est surtout l'identité du quartier qui doit être préservée, selon le pasteur. C'est l'un des défis que nous rencontrons avec les plans de redéveloppement. L'identité de toutes les communautés résidentielles environnantes doit être immergée ou plutôt intégrée. À mesure que le quartier des affaires se développe, il ne faut pas seulement maintenir l'identité et la valeur de ces communautés, mais aussi en faire la promotion. Venir de Southside, ça a aussi du bon. L'UDC, l'agence du gouvernement qui chapeaute plusieurs projets de rénovation urbaine, dit vouloir inclure les plus défavorisés et améliorer le parc immobilier. En revanche, elle dément toute initiative d'expulsion plus ou moins déguisée des populations les plus pauvres. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas un paiement pour les encourager à partir. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Oui, il y a des gens qui le voient comme ça. Mais bien sûr, l'UDC et d'autres institutions dédiées au développement ont l'autorité pour débuter une transaction si le foncier est nécessaire pour des infrastructures nationales. Pour des usines, des routes ou des espaces commerciaux. Il est parfois nécessaire d'inciter les propriétaires fonciers à vendre, ce qui est différent d'une préemption, parce que le gouvernement aussi pourrait venir et tout prendre. Mais ce n'est pas l'approche.
Difficile de quitter Kingston sans évoquer la pollution qui empoisonne le quotidien des habitants, notamment ceux de la partie basse de la ville. Selon plusieurs témoignages, les systèmes de gestion des déchets ont du mal à faire face au volume de détritus produits quotidiennement. Le système complexe de canaux conçu au départ pour servir d'exutoire aux eaux pluviales sert aussi de poubelle, et ceux qui subissent la pollution ne sont pas forcément ceux qui jettent ces déchets dans la nature. All of the stuff that you see here now, the bottles, the bags, the garbage, all that, all from uptown. Because sometimes the rubbish truck don't go around. So when the rubbish truck not go around, them throw the rubbish in the gully. Pour éviter que des déchets supplémentaires se jettent directement dans l'océan, un projet de nettoyage a été lancé il y a 2 ans. Des barrières comme celle-ci freinent les ordures. Un bateau facilite la collecte jusqu'au centre de recyclage. Le fruit d'un partenariat entre une ONG néerlandaise et des partenaires en Jamaïque qui ont une vision commune. Redonner à la baie sa splendeur passée, du temps où des nageurs la traversaient chaque année lors d'une célèbre course. Une phase de développement du port est en cours, beaucoup de commercialisation, d'industrialisation. De nombreuses entités achètent désormais une propriété au bord de l'eau. Nous ne sommes pas un pays de transport maritime. Nous avons récemment pris conscience de la valeur du bord de mer et nous avons constaté les avantages économiques que nous pouvons en tirer. Avoir un port propre est donc la clé d'une ville propre et meilleure. En 2 ans, plus de 1500 tonnes de déchets ont été collectées, preuve que le pari est payant pour l'un des partenaires financiers. La plus jeune personne à traverser la baie est l'un des fondateurs et directeurs de Grace Kennedy Limited. Son nom était Jimmy Moss Solomon et quand il a réussi la traversée, il avait 11 ans. Comme je le répète souvent, je n'oserais pas plonger un orteil dans la baie aujourd'hui. On ne parle pas seulement de déchets et de plastique, on parle d'égouts et d'autres facteurs. Mais oui, notre rêve serait d'avoir une baie où l'on peut nager et où l'on peut pêcher. Rien que pour les études préalables et les tests, la Fondation Grace Kennedy a estimé le coût du projet à près de 8 millions d'euros, le prix d'un nettoyage efficace du 7e plus grand port naturel au monde. Avec l'espoir de rendre aux pêcheurs un lieu de vie et d'activité plus propre, l'espoir aussi de rendre à la capitale un nouveau visage, plus respectueux de l'environnement sur terre comme sur mer. Les nouvelles couleurs de Kingston pour refaire mes Caraïbes. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le dernier mardi d'avril, pour un nouveau numéro de votre magazine consacré à l'actualité dans la région. À très bientôt. En belle bonsoir.